Parfois, mes goûts naturels se réveillaient, comme un incendie longtemps couvé. Par une sorte de mirage ou de calenture, moi, veuf de toutes les femmes que je désirais, dénué de tout et logé dans une mansarde d'artiste, je me voyais alors entourée de maîtresses ravissantes. Je courais à travers les rues de Paris, couchée sur les moelleux coussins d'un brillant équipage. J'étais rongée de vices, plongée dans la débauche, voulant tout, ayant tout. Enfin, ivre à jeun, comme saint Antoine dans sa tentation. Heureusement, le sommeil finissait par éteindre ces visions dévorantes. Le lendemain, la science m'appelait en souriant, et je lui étais fidèle. J'imagine que les femmes dites vertueuses doivent être souvent la proie de ces tourbillons de folie, de désir et de passion qui s'élèvent en nous, malgré nous. De tels rêves ne sont pas sans charme. Ne ressemblent-ils pas à ces causeries du soir en hiver où l'on part de son foyer pour aller en Chine? Mais que devient la vertu pendant ces délicieux voyages où la pensée a franchi tous les obstacles? Pendant les 10 premiers mois de ma réclusion, je menais la vie pauvre et solitaire que jetait des peintes. J'allais chercher moi-même, dès le matin et sans être vue, mes provisions pour la journée. Je faisais ma chambre. J'étais tout ensemble le maître et le serviteur. Je diogénisais avec une incroyable fierté. Mais après ce temps, pendant lequel l'hôtesse et sa fille espionnèrent mes mœurs et mes habitudes, examinèrent ma personne et comprirent ma misère, peut-être parce qu'elles étaient elles-mêmes fort malheureuses, il s'établit d'inévitables liens entre elles et moi. Pauline, cette charmante créature, dont les grâces naïves et secrètes m'avaient en quelque sorte amenée là, me rendit plusieurs services qu'il me fut impossible de refuser. Toutes les infortunes sont sœurs. Elles ont le même langage, la même générosité. La générosité de ceux qui, ne possédant rien, sont prodigues de sentiments, paient de leur temps et de leur personne. Insensiblement, Pauline s'impatronisa chez moi, voulut me servir, et sa mère ne s'y opposa point. Je vis la mère elle-même raccommodant mon linge et rougissant d'être surprise à cette charitable occupation. Devenue malgré moi leur protégée, j'acceptais leur service. Pour comprendre cette singulière affection, il faut connaître l'emportement du travail, la tyrannie des idées et cette répugnance instinctive qu'éprouve pour les détails de la vie matérielle l'homme qui vit par la pensée. Pouvais-je résister à la délicate attention avec laquelle Pauline m'apportait à pas muet mon repas frugal, quand elle s'apercevait que, depuis 7 ou 8 heures, je n'avais rien pris? Avec les grâces de la femme et l'ingénuité de l'enfance, elle me souriait en faisant un signe pour me dire que je ne devais pas la voir. C'était Ariel, se glissant comme un sylphe sous mon toit et prévoyant mes besoins. Un soir, Pauline me raconta son histoire avec une touchante ingénuité. Son père était chef d'escadron dans les grenadiers à cheval de la garde impériale. Au passage de la Bérésina, il avait été fait prisonnier par les Cosaques. Plus tard, quand Napoléon proposa de l'échanger, les autorités russes le firent vainement chercher en Sibérie. Au dire des autres prisonniers, il s'était échappé avec le projet d'aller aux Indes. Depuis ce temps, Madame Gaudin, mon hôtesse, n'avait pu obtenir aucune nouvelle de son mari. Les désastres de 1814 et 1815 étaient arrivés. Seule, sans ressources et sans secours, elle avait pris le parti de tenir un hôtel garni pour faire vivre sa fille. Elle espérait toujours revoir son mari. Son plus cruel chagrin était de laisser Pauline sans éducation. Sa Pauline, filleule de la princesse Borghese, et qui n'aurait pas dû mentir aux belles destinées promises par son impériale protectrice. Quand Madame Gaudin me confia cette amère douleur qui la tuait et me dit avec un accent déchirant « Je donnerais bien et le chiffon de papier qui crée Gaudin, baron de l'Empire, et le droit que nous avons à la dotation de Wichno pour savoir Pauline élevée à Saint-Denis. » Tout à coup, je tressaillis. Et pour reconnaître les soins que me prodiguaient ces deux femmes, j'eus l'idée de m'offrir à finir l'éducation de Pauline.
La candeur avec laquelle ces deux femmes acceptèrent ma proposition fut égale à la naïveté qui la dictait. J'eus ainsi des heures de récréation. La petite avait les plus heureuses dispositions. Elle apprit avec tant de facilité qu'elle devint bientôt plus forte que je ne l'étais sur le piano. En s'accoutumant à penser tout haut près de moi, elle déployait les 1000 gentillesses d'un cœur qui s'ouvre à la vie, comme le calice d'une fleur lentement dépliée par le soleil. Elle m'écoutait avec recueillement et plaisir, en arrêtant sur moi ses yeux noirs et veloutés qui semblaient sourire. Elle répétait ses leçons d'un accent doux et caressant, en témoignant une joie enfantine quand j'étais content d'elle. Sa mère, chaque jour plus inquiète d'avoir à préserver de tout danger une jeune fille qui développait en croissant toutes les promesses faites par les grâces de son enfance, la vit avec plaisir s'enfermer pendant toute la journée pour étudier. Mon piano étant le seul dont elle put se servir, elle profitait de mes absences pour s'exercer. Quand je rentrais, je la trouvais chez moi, dans la toilette la plus modeste, mais au moindre mouvement, sa taille souple et les attraits de sa personne se révélaient sous l'étoffe grossière. Elle avait un pied mignon, dans d'ignobles souliers comme l'héroïne du conte de peau d'âne. Mais ses jolis trésors, sa richesse de jeune fille, tout ce luxe de beauté, fut comme perdu pour moi. Je m'étais ordonné à moi-même de ne voir qu'une sœur en Pauline. J'aurais eu horreur de tromper la confiance de sa mère. J'admirais cette charmante fille comme un tableau, comme le portrait d'une maîtresse morte. Enfin, c'était mon enfant, ma statue. Pygmalion nouveau, je voulais faire d'une vierge vivante et colorée, sensible et parlante, un marbre. J'étais très sévère avec elle, mais plus je lui faisais éprouver les effets de mon despotisme magistral, plus elle devenait douce et soumise. Si je fus encouragée dans ma retenue et dans ma continence par des sentiments nobles, néanmoins les raisons de procureur ne me manquèrent pas. Je ne comprends point la probité des écus sans la probité de la pensée. Tromper une femme ou faire faillite a toujours été même chose pour moi. Aimer une jeune fille ou se laisser aimer par elle constitue un vrai contrat dont les conditions doivent être bien entendues. Nous sommes maîtres d'abandonner la femme qui se vend, mais non pas la jeune fille qui se donne. Elle ignore l'étendue de son sacrifice. J'aurais donc épousé Pauline, et c'eût été une folie. N'était-ce pas livrer une âme douce et vierge à d'effroyables malheurs? Mon indigence parlait son langage égoïste, et venait toujours mettre sa main de fer entre cette bonne créature et moi. Puis, je l'avoue, à ma honte, je ne conçois pas l'amour dans la misère. Peut-être est-ce en moi une dépravation due à cette maladie humaine que nous nommons la civilisation, mais une femme, fût-elle attrayante autant que la belle Hélène, la Galatée d'Homère, n'a plus aucun pouvoir sur mes sens pour peu qu'elle soit crottée. Ah, vive l'amour dans la soie, sur le cachemire, entouré des merveilles du luxe qui le part merveilleusement bien, parce que lui-même est un luxe peut-être. J'aime à froisser sous mes désirs de pimpantes toilettes, à briser des fleurs, à porter une main dévastatrice dans les élégants édifices d'une coiffure embaumée, des yeux brûlants, cachés par un voile de dentelle que les regards percent comme la flamme déchire la fumée du canon, m'offrent de fantastiques attraits. Mon amour veut des échelles de soie escaladées, en silence, par une nuit d'hiver. Quel plaisir d'arriver couvert de neige dans une chambre éclairée par des parfums, tapissée de soie peinte, et d'y trouver une femme qui, elle aussi, secoue de la neige, car quel autre nom donner à ces voiles de voluptueuses mousselines à travers lesquelles elle se dessine vaguement comme un ange dans son nuage et d'où elle va sortir. Puis il me faut encore un craintif bonheur, une audacieuse sécurité. Enfin, je veux revoir cette mystérieuse femme, mais éclatante, mais au milieu du monde, mais vertueuse, environnée d'hommages, vêtue de dentelles, de diamants, donnant ses ordres à la ville, et si haut placée et si imposante que nul n'ose lui adresser des vœux. Au milieu de sa cour,
elle me jette un regard à la dérobée, un regard qui dément ses artifices, un regard qui me sacrifie le monde et les hommes. Certes, je me suis 20 fois trouvé ridicule d'aimer quelques zones de blonde, du velours, des fines battistes, les tours de force d'un coiffeur, des bougies, un carrosse, un titre, d'héraldiques couronnes peintes par des vitriers ou fabriquées par un orfèvre. Enfin, tout ce qu'il y a de factice et de moins femme dans la femme. Je me suis moquée de moi. Je me suis raisonnée. Tout a été vain. Une femme aristocratique et son sourire fin, la distinction de ses manières et son respect d'elle-même m'enchantent. Quand elle met une barrière entre elle et le monde, elle flatte en moi toutes les vanités, qui sont la moitié de l'amour. Enviée par tous, ma félicité me paraît avoir plus de saveur. En ne faisant rien de ce que font les autres femmes, en ne marchant pas, ne vivant pas comme elles, en s'enveloppant dans un manteau qu'elles ne peuvent avoir, en respirant des parfums à elles, ma maîtresse me semble être bien mieux à moi. Plus elle s'éloigne de la terre, même dans ce que l'amour a de terrestre, plus elle s'embellit à mes yeux. En France, heureusement pour moi, nous sommes depuis 20 ans sans reine. J'eusse aimé la reine. Pour avoir les façons d'une princesse, une femme doit être riche. En présence de mes romanesques fantaisies, qu'était Pauline? Pouvait-elle me vendre des nuits qui coûtent la vie, un amour qui tue et met en jeu toutes les facultés humaines? Nous ne mourrons guère pour de pauvres filles qui se donnent. Je n'ai jamais pu détruire ces sentiments, ni ces rêveries de poète. J'étais née pour l'amour impossible, et le hasard a voulu que je fusse servie par-delà mes souhaits. Combien de fois n'ai-je pas vêtu de satin les pieds mignons de Pauline, emprisonné sa taille svelte comme un jeune peuplier dans une robe de gaze, jeté sur son sein une légère écharpe, en lui faisant fouler les tapis de son hôtel et la conduisant à une voiture élégante. Je l'eusse adorée ainsi. Je lui donnais une fierté qu'elle n'avait pas. Je la dépouillais de toutes ses vertus, de ses grâces naïves, de son délicieux naturel, de son sourire ingénu, pour la plonger dans le Styx de novice et lui rendre le cœur invulnérable, pour la farder de nos crimes, pour en faire la poupée fantasque de nos salons, une femme fluette qui se couche au matin pour renaître le soir, à l'aurore des bougies. Elle était tout sentiment, toute fraîcheur. Je la voulais sèche et froide. Dans les derniers jours de ma folie, le souvenir m'a montré Pauline, comme il nous peint les scènes de notre enfance. Plus d'une fois, je suis restée attendrie, songeant à de délicieux moments. Soit que je la revisse assise près de ma table, occupée à coudre, paisible, silencieuse, recueillie, et faiblement éclairée par le jour qui, descendant de ma lucarne, dessinait de légers reflets argentés sur sa belle chevelure noire. Soit que j'entendisse son rire jeune, ou sa voix au timbre riche, chanter les gracieuses cantilènes qu'elle composait sans effort. Souvent, elle s'exaltait en faisant de la musique. Sa figure ressemblait alors d'une manière frappante à la noble tête par laquelle Carlo Dolci a voulu représenter l'Italie. Ma cruelle mémoire me jetait cette jeune fille à travers les excès de mon existence comme un remords, comme une image de la vertu. Mais laissons la pauvre enfant à sa destinée. Quelle malheureuse qu'elle puisse être. Au moins, l'aurais-je mise à l'abri d'un effroyable orage, en évitant de la traîner dans mon enfer. Jusqu'à l'hiver dernier, ma vie fut la vie tranquille et studieuse dont j'ai tâché de te donner une faible image. Dans les premiers jours du mois de décembre 1829, je rencontrai Rastignac, qui, malgré le misérable état de mes vêtements, me donna le bras et s'enquit de ma fortune avec un intérêt vraiment fraternel. Prise à la glu de ses manières, je lui racontai brièvement et ma vie et mes espérances. Il se mit à rire, me traita tout à la fois d'homme de génie et de sot. Sa voix gasconne, son expérience du monde, l'opulence qu'il devait à son savoir-faire, agirent sur moi d'une manière irrésistible. Il me fit mourir à l'hôpital, méconnu comme un niais, conduisit mon propre convoi, me jeta dans le trou des pauvres. Il me parla de charlatanisme, avec cette verve aimable qui le rend si séduisant. Il me montra tous les hommes de génie comme des charlatans.
Il me déclara que j'avais un sens de moi, une cause de mort, si je restais seule rue des Cordiers. Selon lui, je devais aller dans le monde, égoïser adroitement, habituer les gens à prononcer mon nom et me dépouiller moi-même de l'humble monsieur qui m'essayait à un grand homme de son vivant. « Les imbéciles !» s'écria-t-il, nomment ce métier-là intrigué. Les gens à la morale le proscrivent sous le mot de « vie dissipée ». Ne nous arrêtons pas aux hommes, interrogeons les résultats. Toi, tu travailles. Eh bien, tu ne feras jamais rien. Moi, je suis propre à tout et bon à rien, paresseux comme un homard. Eh bien, j'arriverai à tout. Je me répands, je me pousse, l'on me fait place, je me vante, l'on me croit. La dissipation, mon cher, est un système politique. La vie d'un homme, occupé à manger sa fortune, devient souvent une spéculation. Il place ses capitaux en amis, en plaisir, en protecteurs, en connaissances. Un négociant risquerait-il 1 million ? Pendant 20 ans, il ne dort, ni ne boit, ni ne s'amuse. Il couve son million. Il le fait trotter par toute l'Europe. Il s'ennuie, se donne à tous les démons que l'homme a inventés, puis une liquidation le laisse souvent sans un sou, sans un nom, sans un ami. Le dissipateur, lui, s'amuse à vivre, à faire courir ses chevaux. Si par hasard il perd ses capitaux, il a la chance d'être nommé receveur général, de se bien marier, d'être attaché à un ministre, à un ambassadeur. Il a encore des amis, une réputation et toujours de l'argent. Connaissant les ressorts du monde, il les manœuvre à son profit. Ce système est-il logique ou ne suis-je qu'un fou? N'est-ce pas là la moralité de la comédie qui se joue tous les jours dans le monde? Ton ouvrage est achevé, reprit-il après une pause. Tu as un talent immense. Eh bien, tu arrives au point de départ. Il faut maintenant faire ton succès toi-même, c'est plus sûr. Tu iras conclure des alliances avec le coterie, conquérir des prôneurs. Moi, je veux me mettre de moitié dans ta gloire. Je serai le bijoutier qui aura monté les diamants de ta couronne. Pour commencer, dit-il, sois ici demain soir. Je te présenterai dans une maison où va tout Paris, notre Paris à nous, celui des beaux, des gens à millions, des célébrités, enfin, des hommes, enfin, qui parlent d'or comme Chrysostome. Quand ils ont adopté un livre, le livre devient à la mode. S'il est réellement bon, ils ont donné quelques brevets de génie sans le savoir. Si tu as de l'esprit, mon cher enfant, tu feras toi-même la fortune de ta théorie, en comprenant mieux la théorie de la fortune. Demain soir, tu verras la belle comtesse, Fédora, la femme à la mode. Je n'en ai jamais entendu parler. Tu es un cafre, dit Rastignac en riant. Ne pas connaître Fédora? Une femme à marier qui possède près de 90 000 livres de rente, qui ne veut de personne et dont personne ne veut. Espèce de problème féminin. Une Parisienne à moitié russe, une Russe à moitié parisienne. Une femme chez laquelle s'est dites toutes les productions romantiques qui ne paraissent pas. La plus belle femme de Paris, la plus gracieuse. Tu n'es même pas un cafre. Tu es la bête intermédiaire qui joint le cafre à l'animal. Adieu, à demain. Il fit une pirouette et disparut sans attendre ma réponse, n'admettant pas qu'un homme raisonnable pût refuser d'être présenté à Fédora. Comment expliquer la fascination d'un nom? Fédora me poursuivit comme une mauvaise pensée, avec laquelle on cherche à transiger. Une voix me disait « Tu iras chez Fédora ». J'avais beau me débattre avec cette voix et lui crier qu'elle mentait, elle écrasait tous mes raisonnements avec ce nom, Fédora. Mais ce nom, cette femme, n'était-il pas le symbole de tous mes désirs et le thème de ma vie? Le nom réveillait les poésies artificielles du monde, faisait briller les fêtes du Haut-Paris et les clinquants de la vanité. La femme m'apparaissait avec tous les problèmes de passion dont je m'étais affolée. Ce n'était peut-être ni la femme, ni le nom, mais tous mes vices qui se dressaient debout dans mon âme pour me tenter de nouveau. La comtesse, Fédora, riche et sans amant, résistant à des séductions parisiennes, n'était-ce pas l'incarnation de mes espérances, de mes visions? Je me créais une femme,
Je la dessinais dans ma pensée, je la rêvais. Pendant la nuit, je ne dormis pas. Je devins son amant. Je fis tenir en peu d'heures une vie entière, une vie d'amour. J'en savourais les fécondes, les brûlantes délices. Le lendemain, incapable de soutenir le supplice d'attendre longuement la soirée, j'allais louer un roman et passer la journée à le lire, me mettant ainsi dans l'impossibilité de penser ni de mesurer le temps. Pendant ma lecture, le nom de Fédora retentissait en moi comme un son que l'on entend dans le lointain, qui ne vous trouble pas, mais qui se fait écouter. Je possédais heureusement encore un habit noir et un gilet blanc, assez honorables. Puis, de toute ma fortune, il me restait environ 30 francs, que j'avais semés dans mes hardes, dans mes tiroirs, afin de mettre entre une pièce de 100 sous et mes fantaisies, la barrière épineuse d'une recherche et les hasards d'une circonnavigation dans ma chambre. Au moment de m'habiller, je poursuis mon trésor à travers un océan de papier. La rareté du numéraire peut te faire concevoir ce que mes gants et mon fiacre emportèrent de richesse. Ils mangèrent le pain de tout un mois. Et hélas, nous ne manquons jamais d'argent pour nos caprices. Nous ne discutons que le prix des choses utiles ou nécessaires. Nous jetons l'or avec insouciance à des danseuses et nous marchandons un ouvrier dont la famille affamée attend le paiement d'un mémoire. Combien de gens ont un habit de 100 francs, un diamant à la pomme de leur canne, et dînent à 25 sous? Il semble que nous n'achetions jamais assez chèrement les plaisirs de la vanité. Rastignac, fidèle au rendez-vous, sourit de ma métamorphose et m'en plaisanta. Mais, tout en allant chez la comtesse, il me donna de charitables conseils sur la manière de me conduire avec elle. Il me la peignit avare, vaine et défiante. Mais avare avec faste, vaine avec simplicité, défiante avec bonhomie. « Tu connais mes engagements, me dit-il, et tu sais combien je perdrais à changer d'amour. » En observant Fédora, j'étais désintéressée, de sang-froid. Mes remarques doivent être justes. En pensant à te présenter chez elle, je songeais à ta fortune. Ainsi, prends garde à tout ce que tu lui diras. Elle a une mémoire cruelle. Elle est d'une adresse à désespérer un diplomate. Elle saurait deviner le moment où il dit vrai. Entre nous, je crois que son mariage n'est pas reconnu par l'empereur, car l'ambassadeur de Russie s'est mis à rire quand je lui ai parlé d'elle. Il ne la reçoit pas et la salue fort légèrement quand il la rencontre au bois. Néanmoins, elle est de la société de Madame de Sérisy, va chez Mesdames de Nucingen et de Restaud. En France, sa réputation est intacte. La duchesse de Carigliano, la maréchale la plus collet-montée de toute la coterie bonapartiste, va souvent passer avec elle la belle saison à sa terre. Beaucoup de jeunes fats, le fils d'un pair de France, lui ont offert un nom en échange de sa fortune. Elle les a tous poliment éconduits. Peut-être sa sensibilité ne commence-t-elle qu'au titre de comte. N'es-tu pas marquis? Marche, en avant si elle te plaît. Voilà ce que j'appelle donner des instructions. Cette plaisanterie me fit croire que Rastignac voulait rire et piquer ma curiosité, en sorte que ma passion improvisée était arrivée à son paroxysme quand nous nous arrêtâmes devant un péristyle orné de fleurs. En montant un vaste escalier tapissé, où je remarquais toutes les recherches du comfort anglais, le cœur me battit. J'en rougissais. Je démentais mon origine, mes sentiments, ma fierté. J'étais sottement bourgeois. Et hélas, je sortais d'une mansarde après 3 années de pauvreté, sans savoir encore mettre au-dessus des bagatelles de la vie ces trésors acquis, ces immenses capitaux intellectuels qui vous enrichissent en un moment quand le pouvoir tombe entre vos mains, sans vous écraser, parce que l'étude vous a formé d'avance aux luttes politiques. J'aperçus une femme d'environ 22 ans, de moyenne taille, vêtue de blanc, entourée d'un cercle d'hommes, mollement couchée sur une ottomane et tenant à la main un écran de plumes. En voyant entrer Rastignac, elle se leva, vint à nous, sourit avec grâce, me fit d'une voix mélodieuse un compliment sans doute apprêté. Notre ami m'avait annoncé comme un homme de talent, et son adresse, son emphase gasconne, me procurèrent un accueil flatteur.
Je fus l'objet d'une attention particulière qui me rendit confus. Mais Rastignac avait heureusement parlé de ma modestie. Je rencontrai là des savants, des gens de lettres, d'anciens ministres, des pairs de France. La conversation reprit son cours quelque temps après mon arrivée, et sentant que j'avais une réputation à soutenir, je me rassurai. Puis, sans abuser de la parole quand elle m'était accordée, je tâchai de résumer les discussions par des mots plus ou moins incisifs, profonds ou spirituels. Je produisis quelques sensations. Pour la 1000e fois de sa vie, Rastignac fut prophète. Quand il y eut assez de monde pour que chacun retrouvât sa liberté, mon introducteur me donna le bras et nous nous promenâmes dans les appartements. N'aie pas l'air trop émerveillé de la princesse, me dit-il. Elle devinerait le motif de ta visite. Les salons étaient meublés avec un goût exquis. J'y vis des tableaux de choix. Chaque pièce avait, comme chez les Anglais les plus opulents, son caractère particulier. La tenture de soie, les agréments, la forme des meubles, le moindre décor s'harmoniaient avec une pensée première. Dans un boudoir gothique dont les portes étaient cachées par des rideaux en tapisserie, les encadrements de l'étoffe, la pendule, les dessins du tapis étaient gothiques. Le plafond, formé de solives brunes sculptées, présentait à l'œil des caissons pleins de grâce et d'originalité. Les boiseries étaient artistement travaillées. Rien ne détruisait l'ensemble de cette jolie décoration, pas même les croisées, dont les vitraux étaient coloriés et précieux. Je fus surprise à l'aspect d'un petit salon moderne, où je ne sais quel artiste avait épuisé la science de notre décor. Si léger, si frais, si suave, sans éclat, sobre de dorure. C'était amoureux et vague comme une ballade allemande. Un vrai réduit, taillé pour une passion de 1827, embaumé par des jardinières pleines de fleurs rares. Après ce salon, j'aperçus en enfilade une pièce dorée où revivait le goût du siècle de Louis XIV, qui, opposé à nos peintures actuelles, produisait un bizarre mais agréable contraste. « Tu seras assez bien logé, me dit Rastignac avec un sourire, où perçait une légère ironie. « N'est-ce pas séduisant ?» ajouta-t-il en s'asseyant. Tout à coup, il se leva, me prit par la main, me conduisit à la chambre à coucher et me montra sous un dais de mousseline et de moire blanche un lit voluptueux, doucement éclairé, le vrai lit d'une jeune fée fiancée à un génie. « N'y a-t-il pas, s'écria-t-il à voix basse, de l'impudeur, de l'insolence et de la coquetterie outre mesure à nous laisser contempler ce trône de l'amour, ne se donner à personne et permettre à tout le monde de mettre là sa carte. Si j'étais libre, je voudrais voir cette femme soumise et pleurant à ma porte. Es-tu donc si certain de sa vertu ? Les plus audacieux de nos maîtres, et même les plus habiles, avouent avoir échoué près d'elle, l'aiment encore et sont ses amis dévoués. Cette femme n'est-elle pas une énigme ? Ces paroles excitèrent en moi une sorte d'ivresse. Ma jalousie craignait déjà le passé. Tressaillant d'aise, je revins précipitamment dans le salon où j'avais laissé la comtesse, que je rencontrai dans le boudoir gothique. Elle m'arrêta par un sourire, me fit asseoir près d'elle, me questionna sur mes travaux et sembla s'y intéresser vivement. Surtout quand je lui traduisis mon système en plaisanterie, au lieu de prendre le langage d'un professeur, pour le lui développer doctoralement. Elle parut s'amuser beaucoup, en apprenant que la volonté humaine était une force matérielle, semblable à la vapeur, que dans le monde moral, rien ne résistait à cette puissance, quand un homme s'habituait à la concentrer, à en manier la somme, à diriger constamment sur les âmes la projection de cette masse fluide. Que cet homme pouvait, à son gré, tout modifier relativement à l'humanité, même les lois les plus absolues de la nature. Ces objections me révélèrent en elle une certaine finesse d'esprit. Je me complus à lui donner raison pendant quelques moments pour la flatter, et je détruisis ses raisonnements de femme par un mot, en attirant son attention sur un fait journalier dans la vie, le sommeil. Fait vulgaire en apparence, mais au fond, plein de problèmes insolubles pour le savant. Je piquai sa curiosité.
Elle resta même un instant silencieuse quand je lui dis que nos idées étaient des êtres organisés, complets, qui vivaient dans un monde invisible et influaient sur nos destinées. En lui citant pour preuve les pensées de Descartes, de Diderot, de Napoléon, qui conduisaient encore tout un siècle. J'eus l'honneur de l'amuser. Elle me quitta en m'invitant à la venir voir. En style de cour, elle me donna les grandes entrées. Soit que je prisse, selon ma louable habitude, des formules polies pour des paroles de cœur, soit qu'elle vit en moi quelque célébrité prochaine et voulut augmenter sa ménagerie de savants. Je crus lui plaire. J'évoquai toutes mes connaissances physiologiques et mes études antérieures sur la femme pour examiner minutieusement pendant cette soirée sa personne et ses manières. Caché dans l'embrasure d'une fenêtre, j'espionnais ses pensées en les cherchant dans son maintien, en étudiant ce manège d'une maîtresse de maison qui va et vient, s'assied et cause, appelle un homme, l'interroge et s'appuie pour l'écouter sur un chambranle de porte. Je remarquai dans sa démarche un mouvement brisé, si doux, une ondulation de robe si gracieuse, elle excitait si puissamment le désir que je devins alors très incrédule sur sa vertu. Si Phédora méconnaissait aujourd'hui l'amour, elle avait dû jadis être fort passionnée. Une volupté savante se peignait jusque dans la manière dont elle se posait devant son interlocuteur. Elle se soutenait sur la boiserie avec coquetterie, comme une femme près de tomber, mais aussi près de s'enfuir, si quelque regard trop vif l'intimide. Les bras mollement croisés, paraissant respirer les paroles, les écoutant même du regard et avec bienveillance, elle exhalait le sentiment. Ses lèvres fraîches et rouges tranchaient sur un teint d'une vive blancheur. Ses cheveux bruns faisaient assez bien valoir la couleur orangée de ses yeux mêlés de veines comme une pierre de Florence, et dont l'expression semblait ajouter de la finesse à ses paroles. Son corsage était paré des grâces les plus attrayantes. Une rivale aurait peut-être accusé de dureté ses épais sourcils qui paraissaient se rejoindre et blâmé l'imperceptible duvet qui ornait les contours de son visage. Je trouvais la passion empreinte en tout. L'amour était écrit sur ses paupières italiennes, sur ses belles épaules dignes de la Vénus de Milo, dans ses traits, sur sa lèvre supérieure un peu forte et légèrement ombragée. Cette femme était un roman. Ses richesses féminines, l'ensemble harmonieux des lignes et les promesses que cette riche structure faisait à la passion, étaient tempérées par une réserve constante, par une modestie extraordinaire qui contrastait avec l'expression de toute la personne. Il fallait une observation aussi sagace que la mienne pour découvrir dans cette nature les signes d'une destinée de volupté. Pour expliquer plus clairement ma pensée, il y avait en elle deux femmes séparées par le buste peut-être. L'une était froide, la tête seule semblait être amoureuse. Avant d'arrêter ses yeux sur un homme, elle préparait son regard, comme s'il se passait je ne sais quoi de mystérieux en elle-même. Vous eussiez dit une convulsion dans ses yeux si brillants. Enfin, où ma science était imparfaite, et j'avais encore bien des secrets à découvrir dans le monde moral, où la comtesse possédait une belle âme, dont les sentiments et les émanations communiquaient à sa physionomie ce charme qui nous subjugue et nous fascine, ascendant tout moral et d'autant plus puissant qu'il s'accorde avec les sympathies du désir. Je sortis ravi, séduit par cette femme, enivré par son luxe, chatouillé dans tout ce que mon cœur avait de noble, de vicieux, de bon, de mauvais. En me sentant si ému, si vivant, si exalté, je crus comprendre l'attrait qui amenait là ces artistes, ces diplomates, ces hommes de pouvoir, ces agioteurs doublés de tôle comme leur caisse. Sans doute, ils venaient chercher près d'elle l'émotion délirante qui faisait vibrer en moi toutes les forces de mon être, fouettait mon sang dans la moindre veine, agaçait le plus petit nerf et tressaillait dans mon cerveau. Elle ne s'était donnée à aucun pour les garder tous. Une femme est coquette tant qu'elle n'aime pas. Puis, dis-je à Rastignac, elle a peut-être été mariée ou vendue à quelque vieillard, et le souvenir de ses premières noces lui donne de l'horreur
pour l'amour. Je revins à pied du faubourg Saint-Honoré, où Fédora demeure. Entre son hôtel et la rue des Cordiers, il y a presque tout Paris. Le chemin me parut court, et cependant il faisait froid. Entreprendre la conquête de Fédora dans l'hiver, un rude hiver, quand je n'avais pas 30 francs en ma possession, quand la distance qui nous séparait était si grande. Un jeune homme pauvre peut seul savoir ce qu'une passion coûte, en voiture, en gants, en habits, linge, etc. Si l'amour reste un peu trop longtemps platonique, il devient ruineux. Vraiment. Il y a des Lauzun de l'école de droit, auxquels il est impossible d'approcher d'une passion logée à un premier étage. Et comment pouvais-je lutter, moi, faible, grêle, mis simplement, pâle et hâve comme un artiste en convalescence d'un ouvrage, avec des jeunes gens bien frisés, jolis, pimpants, cravatés, à désespérer toute la Croatie, riches, armés de Tilburys et vêtus d'impertinence. Bah, Fédora ou la mort, criai-je au détour d'un pont. Fédora, c'est la fortune. Le beau boudoir gothique et le salon à la Louis XIV passèrent devant mes yeux. Je revis la comtesse avec sa robe blanche, ses grandes manches gracieuses et sa séduisante démarche, et son corsage tentateur. Quand j'arrivai dans ma mansarde nue, froide, aussi mal peignée que le sont les perruques d'un naturaliste, j'étais encore environnée par les images du luxe de Fédora. Ce contraste était un mauvais conseiller. Les crimes doivent naître ainsi. Je maudis alors, en frissonnant de rage, ma décente et honnête misère, ma mansarde féconde, où tant de pensées avaient surgi. Je demandais compte à Dieu, au diable, à l'état social, à mon père, à l'univers entier, de ma destinée, de mon malheur. Je me couchais tout affamé, grommelant de risibles imprécations, mais bien résolu de séduire Fédora. Ce cœur de femme était un dernier billet de loterie, chargé de ma fortune. Je te ferai grâce mes premières visites chez Fédora pour arriver promptement au drame. Tout en tâchant de m'adresser à son âme, j'essayais de gagner son esprit, d'avoir sa vanité pour moi. Afin d'être sûrement aimée, je lui donnais 1000 raisons de mieux s'aimer elle-même. Jamais je ne la laissais dans un état d'indifférence. Les femmes veulent des émotions à tout prix. Je les lui prodiguais. Je l'eusse mise en colère plutôt que de la voir insouciante avec moi. Si d'abord, animée d'une volonté ferme et du désir de me faire aimer, je pris un peu d'ascendant sur elle, bientôt, ma passion grandit. Je ne fus plus maître de moi. Je tombai dans le vrai. Je me perdis et devins éperdument amoureux. Je ne sais pas bien ce que nous appelons, en poésie ou dans la conversation, amour. Mais le sentiment qui se développa tout à coup dans ma double nature, je ne l'ai trouvé peint nulle part, ni dans les phrases rhétoriques et apprêtées de Jean-Jacques Rousseau, de qui j'occupais peut-être le logis, ni dans les froides conceptions de nos 2 siècles littéraires, ni dans les tableaux de l'Italie. La vue du lac de Brienne, quelques motifs de Rossini, la Madone de Murillo, que possède le maréchal Soult, les lettres de la Lescombat, certains mots épars dans les recueils d'anecdotes, mais surtout les prières des extatiques. Et quelques passages de nos fabliaux ont pu seuls me transporter dans les divines régions de mon premier amour. Rien dans les langages humains, aucune traduction de la pensée faite à l'aide des couleurs, des marbres, des mots ou des sons ne saurait rendre le nerf, la vérité, le fini, la soudaineté du sentiment dans l'âme. Oui, qui dit art, dit mensonge. L'amour passe par des transformations infinies, avant de se mêler pour toujours à notre vie et de l'atteindre à jamais de sa couleur de flamme. Le secret de cette infusion imperceptible échappe à l'analyse des artistes. La vraie passion s'exprime par des cris, par des soupirs ennuyeux pour un homme froid. Il faut aimer sincèrement pour être de moitié dans les rugissements de Lovelace, en lisant Clarice Harlowe. L'amour est une source naïve, partie de son lit de cresson, de fleurs, de gravier, qui rivière, qui fleuve, change de nature et d'aspect à chaque flot, et se jette dans un incommensurable océan
où les esprits incomplets voient la monotonie, où les grandes âmes s'abîment en de perpétuelles contemplations. Comment oser décrire ces teintes transitoires du sentiment, ces riens qui ont tant de prix, ces mots dont l'accent épuise les trésors du langage, ces regards plus féconds que les plus riches poèmes. Dans chacune des scènes mystiques par lesquelles nous nous éprenons insensiblement d'une femme, s'ouvre un abîme à engloutir toutes les poésies humaines. Comment pourrions-nous reproduire par des gloses les vives et mystérieuses agitations de l'âme, quand les paroles nous manquent pour peindre les mystères visibles de la beauté? Quelle fascination! Combien d'heures ne suis-je pas restée plongée dans une extase ineffable, occupée à la voir? Heureux. De quoi? Je ne sais. Dans ces moments, si son visage était inondé de lumière, il s'y opérait je ne sais quel phénomène qui le faisait resplendir. L'imperceptible duvet d'or sa peau délicate et fine, en dessinait mollement les contours avec la grâce que nous admirons dans les lignes lointaines de l'horizon, quand elles se perdent dans le soleil. Il semblait que le jour la caressât en s'unissant à elle, ou qu'il s'échappât de sa rayonnante figure une lumière plus vive que la lumière même. Puis une ombre passant sur cette douce figure y produisait une sorte de couleur qui en variait les expressions en changeant les teintes. Souvent, une pensée semblait se peindre sur son front de marbre. Son œil paraissait rougir, sa paupière vacillait, ses traits ondulaient. Agité par un sourire, le corail intelligent de ses lèvres s'animait, se dépliait, se repliait. Je ne sais quel reflet de ses cheveux jetait des tons bruns sur ses tempes fraîches. À chaque accident, elle avait parlé. Chaque nuance de beauté donnait des fêtes nouvelles à mes yeux, révélait des grâces inconnues à mon cœur. Je voulais lire un sentiment, un espoir, dans toutes ces phases du visage. Ses discours muets pénétraient d'âme à âme comme un son dans l'écho, et me prodiguait des joies passagères qui me laissaient des impressions profondes. Sa voix me causait un délire que j'avais peine à comprimer. Imitant je ne sais quel prince de Lorraine, j'aurais pu ne pas sentir un charbon ardent au creux de ma main, pendant qu'elle aurait passé dans ma chevelure ses doigts chatouilleux. Ce n'était plus une admiration, un désir, mais un charme, une fatalité. Souvent, rentrée sous mon toit, je voyais indistinctement Fédora chez elle et participais vaguement à sa vie. Si elle souffrait, je souffrais. Et je lui disais le lendemain, « Vous avez souffert. » Combien de fois n'est-elle pas venue, au milieu des silences de la nuit, effoquée par la puissance de mon extase? Tantôt, soudaine, comme une lumière qui jaillit, elle abattait ma plume, elle effarouchait la science et l'étude qui s'enfuyaient désolée. Elle me forçait à l'admirer en reprenant la pose attrayante où je l'avais vue naguère. Tantôt, j'allais moi-même au-devant d'elle, dans le monde des apparitions, et la saluais comme une espérance, en lui demandant de me faire entendre sa voix argentine. Puis je me réveillais en pleurant. Un jour, après m'avoir promis de venir au spectacle avec moi, tout à coup, elle refusa capricieusement de sortir et me pria de la laisser seule. Désespérée d'une contradiction qui me coûtait une journée de travail, et le dirais-je, mon dernier écu, je me rendis là où elle aurait dû être, voulant voir la pièce qu'elle avait désiré voir. À peine placée, je reçus un coup électrique dans le cœur. Une voix me dit « Elle est là !» Je me retourne, j'aperçois la comtesse au fond de sa loge, cachée dans l'ombre, au rez-de-chaussée. Mon regard n'hésita pas. Mes yeux la trouvèrent tout d'abord avec une lucidité fabuleuse. Mon âme avait volé vers sa vie, comme un insecte vole à sa fleur. Par quoi mes sens avaient-ils été avertis? Il est de ces tressaillements intimes qui peuvent surprendre les gens superficiels. Mais ces effets de notre nature intérieure sont aussi simples que les phénomènes habituels de notre vision extérieure. Aussi, ne fus-je pas étonnée, mais fâchée. Mes études sur notre puissance morale, si peu connues, servaient au moins à me faire rencontrer, dans ma passion, quelques preuves vivantes de mon système. Cette alliance du savant et de l'amoureux
d'une cordiale idolâtrie et d'un amour scientifique, avait je ne sais quoi de bizarre. La science était souvent contente de ce qui désespérait l'amant, et quand il croyait triompher, l'amant chassait loin de lui la science avec bonheur. Fédora me vit et devint sérieuse. Je la gênais. Au premier entracte, j'allais lui faire une visite. Elle était seule, je restais. Quoique nous n'eussions jamais parlé d'amour, je pressentis une explication. Je ne lui avais point encore dit mon secret, et cependant, il existait entre nous une sorte d'entente. Elle me confiait ses projets d'amusement et me demandait la veille avec une sorte d'inquiétude amicale si je viendrais le lendemain. Elle me consultait par un regard quand elle disait un mot spirituel, comme si elle eût voulu me plaire exclusivement. Si je boudais, elle devenait caressante. Si elle faisait la fâchée, j'avais en quelque sorte le droit de l'interroger. Si je me rendais coupable d'une faute, elle se laissait longtemps supplier avant de me pardonner. Ces querelles, auxquelles nous avions pris goût, étaient pleines d'amour. Elle y déployait tant de grâce et de coquetterie, et moi, j'y trouvais tant de bonheur. En ce moment, notre intimité fut tout à fait suspendue, et nous restâmes l'un devant l'autre, comme deux étrangers. La comtesse était glaciale. Moi, j'appréhendais un malheur. « Vous allez m'accompagner, me dit-elle quand la pièce fut finie. Le temps avait changé subitement. Lorsque nous sortîmes, il tombait une neige mêlée de pluie. La voiture de Fédora ne put arriver jusqu'à la porte du théâtre. En voyant une dame bien mise, obligée de traverser le boulevard, un commissionnaire étendit son parapluie au-dessus de nos têtes et réclama le prix de son service quand nous fûmes montés. Je n'avais rien. J'eusse alors vendu 10 ans de ma vie pour avoir 2 sous. Tout ce qui fait l'homme et ses 1000 vanités furent écrasés en moi par une douleur infernale. Ces mots « Je n'ai pas de monnaie, mon cher » furent dits d'un ton dur qui parut venir de ma passion contrariée, dit par moi, frère de cet homme, moi qui connaissais si bien le malheur, moi qui jadis avait donné 700 000 francs avec tant de facilité. Le valet repoussa le commissionnaire et les chevaux fendirent l'air. En revenant à son hôtel, Fédora, distraite ou affectant d'être préoccupée, répondit par de dédaigneux monosyllabes à mes questions. Je gardai le silence. Ce fut un horrible moment. Arrivés chez elle, nous nous assîmes devant la cheminée. Quand le valet de chambre se fut retiré, après avoir attisé le feu, la comtesse se tourna vers moi d'un air indéfinissable et me dit avec une sorte de solennité « Depuis mon retour en France, ma fortune a tenté quelques jeunes gens. J'ai reçu des déclarations d'amour qui auraient pu satisfaire mon orgueil. J'ai rencontré des hommes dont l'attachement était si sincère et si profond qu'ils m'eussent encore épousée, même quand ils n'auraient trouvé en moi qu'une fille pauvre comme je l'étais jadis. Enfin, sachez, monsieur de Valentin, que de nouvelles richesses et des titres nouveaux m'ont été offerts. Mais apprenez aussi que je n'ai jamais revu les personnes assez mal inspirées pour m'avoir parlé d'amour. Si mon affection pour vous était légère, je ne vous donnerai pas un avertissement dans lequel il entre plus d'amitié que d'orgueil. Une femme s'expose à recevoir une sorte d'affront lorsque, en se supposant aimée, elle se refuse par avance à un sentiment toujours flatteur. Je connais les scènes d'Arsinoé, d'Araminte. Ainsi, je me suis familiarisée avec les réponses que je puis entendre en pareilles circonstances. Mais j'espère aujourd'hui ne pas être mal jugée par un homme supérieur pour lui avoir montré franchement mon âme. Elle s'exprimait avec le sang-froid d'un avoué, d'un notaire, expliquant à leur client les moyens d'un procès ou les articles d'un contrat. Le timbre clair et séducteur de sa voix n'accusait pas la moindre émotion. Seulement, sa figure et son maintien, toujours nobles et décents, me semblèrent avoir une froideur, une sécheresse diplomatique. Elle avait sans doute médité ces paroles et fait le programme de cette scène. Oh, mon cher ami, quand certaines femmes trouvent du plaisir à nous déchirer le cœur, quand elles se sont promis d'y enfoncer un poignard et de le retourner dans la plaie, ces femmes-là sont adorables. Elles aiment ou veulent être aimées. Un jour, elles nous récompenseront de nos douleurs, comme Dieu doit, dit-on.
rémunérer nos bonnes œuvres. Elles nous rendront en plaisir le centuple d'un mal dont elles ont dû apprécier la violence. Leur méchanceté n'est-elle pas pleine de passion ? Mais être torturé par une femme qui nous tue avec indifférence, n'est-ce pas un atroce supplice ? En ce moment, Fédora marchait, sans le savoir, sur toutes mes espérances, brisait ma vie et détruisait mon avenir avec la froide insouciance et l'innocente cruauté d'un enfant qui, par curiosité, déchire les ailes d'un papillon. Plus tard, ajouta Fédora, vous reconnaîtrez, je l'espère, la solidité de l'affection que j'offre à mes amis. Pour eux, vous me trouverez toujours bonne et dévouée. Je saurais leur donner ma vie. Mais vous me mépriseriez si je subissais leur amour sans le partager. Je m'arrête. Vous êtes le seul homme auquel j'ai encore dit ces derniers mots. D'abord, les paroles me manquèrent, et j'eus peine à maîtriser l'ouragan qui s'élevait en moi. Mais bientôt, je refoulai mes sensations au fond de mon âme et me mis à sourire. « Si je vous dis que je vous aime, répondis-je, vous me bannirez. Si je m'accuse d'indifférence, vous me punirez. Les prêtres, les magistrats et les femmes ne dépouillent jamais leurs robes entièrement. Le silence ne préjuge rien. Trouvez bon, madame, que je me taise. Pour m'avoir adressé de si fraternels avertissements, il faut que vous ayez craint de me perdre, et cette pensée pourrait satisfaire mon orgueil. Mais laissons la personnalité loin de nous. Vous êtes peut-être la seule femme avec laquelle je puisse discuter en philosophe une résolution si contraire aux lois de la nature. Relativement aux autres sujets de votre espèce, vous êtes un phénomène. Eh bien, cherchons ensemble, de bonne foi, la cause de cette anomalie psychologique. Existe-t-il en vous, comme chez beaucoup de femmes fières d'elles-mêmes, amoureuses de leur perfection, un sentiment d'égoïsme raffiné qui vous fasse prendre en horreur l'idée d'appartenir à un homme, d'abdiquer votre vouloir et d'être soumise à une supériorité de convention qui vous offense? Vous me sembleriez 1000 fois plus belle. Auriez-vous été maltraitée une première fois par l'amour? Peut-être le prix que vous devez attacher à l'élégance de votre taille, à votre délicieux corsage, vous fait-il craindre les dégâts de la maternité? Ne serait-ce pas une de vos meilleures raisons secrètes pour vous refuser à être trop bien aimée? Avez-vous des imperfections qui vous rendent vertueuse malgré vous? Ne vous fâchez pas, je discute, j'étudie, je suis à 1000 lieues de la passion. La nature, qui fait des aveugles de naissance, peut bien créer des femmes sourdes, muettes et aveugles en amour. Vraiment, vous êtes un sujet précieux pour l'observation médicale. Vous ne savez pas tout ce que vous valez. Vous pouvez avoir un dégoût fort légitime pour les hommes, je vous approuve. Ils me paraissent tous laids et odieux. Mais vous avez raison, ajoutai-je, en sentant mon cœur se gonfler. Vous devez nous mépriser. Il n'existe pas d'homme qui soit digne de vous.